Personne ne naît avec une carapace de sécurité. Cette image intouchable que beaucoup projettent est en réalité le résultat d'années de lutte silencieuse contre des doutes qui érodent de l'intérieur. L'insécurité n'est pas seulement un murmure inconfortable, c'est un mécanisme mental qui sabote chaque pas, remet en question chaque réussite et transforme l'opinion des autres en une sentence. Vivre ainsi, c'est comme porter une dette interne qui ne se termine jamais de se payer. Chaque jour s'ajoute plus d'intérêt, plus de poids, plus de fatigue psychologique. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que, bien que le monde essaie de te vendre des formules rapides, la véritable sécurité ne se hérite pas ni ne se feint. Elle se construit et souvent au prix de fractures douloureuses dans le caractère. Ici, nous n'allons pas adoucir la réalité. L'insécurité t'isole, te fait perdre des opportunités et, si tu ne t'en occupes pas, finit par te voler la vie sans que tu t'en rendes compte. Mais il y a une issue, et ce n'est pas une fantaisie motivationnelle. Le stoïcisme, cette philosophie d'acier trempé, t'oblige à cesser de blâmer les autres et à regarder de front ton propre reflet. Personne ne viendra te sauver et c'est libérateur. Car tout ce dont tu as besoin pour cesser d'être ton pire ennemi est déjà en toi, attendant discipline et courage. La sécurité ne se mendie pas, elle s'entraîne. Ici, nous allons démonter l'insécurité pièce par pièce, avec des outils pratiques qui exigent une honnêteté brutale et une action quotidienne. Si tu cherches des excuses, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu acceptes le défi, prépare-toi à cesser de négocier avec ta propre médiocrité. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur. La vérité est simple et brutale. Si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, tu deviens esclave de ta propre pensée. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur, car la plupart de ton insécurité est fabriquée et alimentée par cette voix dans ta tête, qui répète les mêmes jugements, les mêmes reproches, les mêmes doutes, chaque maudit jour. Tu n'es pas insécure parce que le monde te le dit. Tu es insécure parce que tu as accepté comme vérité absolue chaque pensée autodestructrice qui surgit dans ton esprit. Et le pire, c'est que tu ne prends même pas le temps de les remettre en question. Tu les acceptes, tu les caresses, tu les laisses grandir comme s'ils étaient des faits, alors qu'en réalité, ce sont des opinions qui ne t'appartiennent même pas. Vas-tu continuer à croire que tu es moins seulement parce que ton esprit est programmé pour te rappeler tes échecs et multiplier tes défauts? C'est confortable de blâmer l'enfance, la société, la génétique ou qui que ce soit, mais tant que tu continues à alimenter ce monologue toxique, tu continueras à vivre avec une fracture constante dans ton caractère. La philosophie stoïque ne va pas te donner de solutions magiques ni de belles phrases à répéter devant le miroir. Elle exige de la discipline et une responsabilité absolue sur ce que tu permets de se répéter dans ton esprit. Chaque fois que tu te dis « je ne peux pas, je ne suis pas assez, ce n'est pas pour moi », tu renforces une dette émotionnelle qui te pèse ensuite dans chaque décision. Si tu ne te mets pas fermement avec toi-même et que tu ne commences pas à filtrer cette poubelle mentale, tu vas continuer à traîner de l'insécurité, même les jours où tout se passe bien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler le filtre mental avec lequel tu analyses tes propres erreurs, tes réussites et tes échecs. Le stoïcisme t'oblige à séparer les faits des interprétations, à regarder en face les données brutes et non les histoires que ton dialogue intérieur veut te vendre. Prends la responsabilité de ta narration, car chaque pensée que tu choisis d'alimenter est un investissement émotionnel qui te renforce ou te fragilise. La compassion bon marché et le victimisme ne font que prolonger le problème. Tu n'es pas une victime de tes pensées, à moins que tu choisisses de rester assis à répéter la même histoire que d'habitude. L'autocritique peut être brutalement utile si elle est utilisée avec objectivité, pas avec le masochisme de te punir pour chaque erreur. Choisis consciemment de te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes vraiment. Si tu te parles comme à un ennemi, ne sois pas surpris lorsque l'insécurité finira par dévorer la peu de confiance qu'il te reste.
Réviser ton dialogue intérieur n'est pas un exercice de développement personnel superficiel. C'est une obligation si tu veux vivre avec intégrité. La sécurité personnelle est le résultat de ta capacité à surveiller et à discipliner ce que tu permets de traverser ton esprit. L'admettre est difficile, mais c'est nécessaire. Une grande partie de ta souffrance est volontaire, car tu n'as jamais fait l'effort réel de remettre en question tes pensées les plus nuisibles. Ce que tu te répètes chaque jour devient le matériau avec lequel tu construis ta réalité. Ne te parle pas comme un traître, ne te parle pas comme un ennemi. Si tu veux dominer l'insécurité, commence par arrêter de négocier avec tes pensées autodestructrices et mets de l'ordre dans ton esprit. Parce qu'à la fin, la voie la plus dangereuse n'est pas celle de l'extérieur, c'est celle que tu as à l'intérieur et à laquelle tu as donné un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Tu veux avancer ? Discipline ton dialogue intérieur. L'esprit s'entraîne ou te enterre. 2. Réponds, ne réagis pas. Tu te lèves tard parce que le réveil a sonné et que tu l'as ignoré. Tu es déjà en retard au travail. Le trafic te met de mauvaise humeur et dès que tu arrives, le premier courriel que tu ouvres est une critique déguisée en suggestion. Ton estomac se retourne, ta respiration s'accélère un peu, ta mâchoire se serre. Tu te diriges directement vers ton bureau, mais au lieu de répondre calmement au courriel, tu es pris par l'envie de donner une réponse impulsive, presque automatique, comme si quelqu'un à l'intérieur de toi appuyait sur un bouton rouge. Et ainsi, un jour de plus, tu laisses ce qui se passe à l'extérieur dicter ce qui se passe à l'intérieur. Ton humeur va et vient selon les stimuli, comme si tu étais une marionnette des émotions. Ce schéma se répète, un regard étrange de quelqu'un, une mauvaise nouvelle, un mot mal placé, et tu ressens la même impulsion de réagir, comme si ta dignité était en jeu à chaque microseconde. C'est là que commence le cycle. D'abord le stimulus, puis la réaction immédiate, et ensuite le regret, ce poids que portent ceux qui ne gèrent pas leurs propres ressorts internes. Ce que tu ne vois pas, ou ce que tu n'as pas voulu voir, c'est que l'insécurité se nourrit précisément de ces réactions automatiques. Ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est comment tu sautes devant ce qui se passe, comme si ta valeur dépendait de chaque événement externe. Chaque fois que tu réponds sans filtre, que tu te laisses emporter par le premier impulsion, tu renforces la croyance que tu n'as pas de véritable contrôle sur toi-même. Et cette idée, même si tu ne l'exprimes pas à voix haute, ronge ton estime de soi. La philosophie stoïque martèle ce point. Entre ce qui se passe et ce que tu fais, il y a un espace, et cet espace est le seul territoire qui t'appartient réellement. Personne ne peut l'envahir, à moins que tu ne le permettes. Mais si tu ne le reconnais pas et ne le défends pas, ta journée et tes émotions restent à la merci de tout contretemps, commentaire ou geste extérieur. Il y a un mécanisme invisible derrière chaque réaction incontrôlée. L'habitude d'interpréter tout comme une menace personnelle. L'esprit, entraîné à l'autodéfense, détecte des problèmes là où il n'y en a pas et active le pilote automatique de l'émotion. Le cœur s'accélère, le sang monte à la tête et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà dit ou fait quelque chose dont tu regrettes ensuite. Répondre implique quelque chose de différent. Cela nécessite d'interrompre ce cycle. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de faire une pause minimale, mais vitale. L'autocontrôle n'est pas de la répression, c'est le pouvoir de choisir. Tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment le traiter. Et là se trouve la véritable différence entre réagir et répondre, dans la distance que tu crées entre le stimulus et ta décision. La réponse consciente est l'un des outils les plus sous-estimés pour démonter l'insécurité, parce que lorsque tu choisis calmement, tu cesses d'être un otage de l'environnement et tu commences à construire, petit à petit, une identité basée sur la maîtrise intérieure. Chaque fois que tu parviens à répondre au lieu de réagir, tu accumules du respect de soi. C'est un investissement émotionnel silencieux mais puissant. Tu n'es pas le reflet de tes impulsions, tu es le résultat de tes choix. Tu veux une véritable sécurité. Maintiens cette pause intérieure. Le calme est une discipline sous pression. Cela et rien d'autre est la véritable base de la confiance.
3. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Il n'est pas agréable de l'admettre, mais pendant des années, j'ai vécu en fonction de ce que les autres pensaient de moi. Chaque petit signe d'approbation était comme une dose de soulagement temporaire, et chaque geste de désapprobation, une alarme intérieure qui me forçait à corriger le tir pour ne pas perdre cette validation. Le problème, c'est que lorsque votre valeur dépend de facteurs externes, vous devenez un mendiant émotionnel. Votre estime de soi devient un compte bancaire que seuls les autres peuvent remplir ou vider. Et chaque interaction est une transaction où vous êtes toujours en désavantage. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Vous commencez à façonner vos mots, vos gestes et même vos opinions pour vous conformer à ce que vous pensez que l'on attend de vous. Ce n'est pas de l'authenticité, c'est une survie sociale déguisée en gentillesse. Le résultat, une sensation permanente de déficit, une dette existentielle qui ne se solde jamais parce que, peu importe vos efforts, l'approbation des autres est toujours volatile et conditionnelle. L'insécurité personnelle se multiplie chaque fois que vous faites du regard extérieur votre juge principal. Analysons le circuit. D'abord, surgit le désir d'être accepté, car nous associons être accepté à avoir de la valeur. Ensuite, vous vous adaptez, vous vous censurez, vous filtrez vos désirs et vos opinions authentiques pour vous intégrer. Chaque fois que vous le faites, vous payez par de petites concessions invisibles. Ainsi, votre identité se fragmente en versions conçues pour différents publics et dans le processus, vous perdez votre boussole intérieure. À la fin de ce chemin, l'insécurité n'est pas seulement toujours là, elle se renforce, car vous percevez que vous avez besoin de masques pour être toléré. Plus vous alimentez cette dynamique, plus vous vous éloignez de toute notion réelle de confiance. L'approbation est un prix qui ne dure jamais, un renforcement qui vous rend dépendant et toujours vulnérable à la critique ou au rejet. Le piège est évident. Plus vous cherchez à plaire, moins vous avez de contrôle sur votre propre valeur. La philosophie stoïque déconstruit ce jeu à la racine. Les stoïciens ne vous disent pas de mépriser l'opinion des autres par pur orgueil, mais de la reconnaître pour ce qu'elle est, une donnée externe qui ne définit ni votre essence ni votre valeur. Le critère personnel est le seul filtre qui vous protège des fluctuations émotionnelles produites par la recherche constante de reconnaissance. Lorsque vous cessez de négocier votre identité pour de l'approbation, vous vous libérez d'une dépendance chronique qui ne vous apportera jamais la paix. Le respect des autres, s'il arrive, est une conséquence, pas un objectif. L'objectif réel est de maintenir la cohérence interne, d'agir selon vos principes et de maintenir cette direction même lorsque personne n'applaudit. Si votre sécurité dépend des autres, elle ne sera jamais à vous. Elle sera toujours empruntée. Le processus exige une révision brutale de vos motivations quotidiennes. Il faut se demander, avec une honnêteté inconfortable, combien de vos décisions sont contaminées par le désir d'être accepté. Combien de fois dites-vous oui pour ne pas déranger? Combien de fois taisez-vous votre véritable opinion pour ne pas risquer le rejet? Chaque concession s'ajoute à un compte qui, tôt ou tard, vous coûtera cher, sous forme de ressentiment, de fatigue et d'un sentiment de vide que vous ne comprenez pas tout à fait. Cesser de chercher l'approbation extérieure ne signifie pas devenir insensible ni arrogant. Cela signifie rediriger l'énergie vers ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre intégrité, votre propre opinion sur vous-même. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change. Vous cessez d'être un acteur secondaire dans la vie des autres et commencez à écrire votre propre scénario. La véritable sécurité ne se mendie pas. Elle se construit dans la solitude et se démontre en public. Si vous cherchez une validation, vous vous vendez à bas prix. Si vous agissez avec discernement, vous gagnez du respect pour vous-même. Et c'est un investissement qui ne perd jamais de valeur. 4. Tiens tes engagements envers toi-même. Traverser une pièce dans l'obscurité totale, sachant que chaque pas dépend de ta mémoire et de ta volonté, et non de la lumière, t'oblige à faire confiance à quelque chose de plus profond que l'évidence. C'est ça, tenir des engagements envers soi-même, avancer même quand personne ne regarde, ne applaudit, ni exige.
La plupart des gens attendent des projecteurs externes pour agir, mais la véritable sécurité se forge dans cette pénombre quotidienne où seul toi sais si tu as fait ce que tu as promis ou si, une fois de plus, tu t'es trahi en silence. Pense à la sensation physique de remettre à demain cette tâche que tu as juré de terminer aujourd'hui. Le corps se rétracte légèrement, la poitrine reste tendue et l'estomac ressent un malaise qui ne disparaît pas rapidement. Tu n'as pas besoin de témoins. L'inconfort est la facture interne que tu paies chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même. L'insécurité grandit juste là, dans ce solde négatif d'engagement brisé, dans cette constance invisible de petites décisions reportées. La discipline personnelle n'est pas une prison, c'est un refuge. C'est l'acte de te maintenir dans ce que tu décides, même si la motivation s'est évaporée depuis des heures. Il suffit d'observer celui qui se promet de se lever tôt, de lire une page, de faire de l'exercice, et qui finit par céder à la première fatigue. Les gestes sont petits, le réveil qui s'éteint avec agacement, le livre qui reste fermé sur la table, les baskets qui ne s'attachent jamais. Chaque manquement se ressent dans le corps, même si tu le couvres d'excuses rationnelles. Ces détails s'accumulent, et le pire, c'est que l'esprit n'oublie jamais ses propres défaites. Le respect de soi ne se construit pas avec de beaux discours, mais avec l'accumulation quotidienne de faits, même minimes, qui prouvent que tu peux te faire confiance. Tenir ta parole envers toi-même est le seul contrat qui ne prescrit pas et n'admet pas de renégociation sans conséquence. Beaucoup se trompent en croyant que la sécurité vient de grands succès publics, mais la réalité est bien plus crue. Ta confiance en toi est le résultat de milliers de micro-actions privées, la plupart invisibles, que tu exécutes même quand il serait facile de les laisser passer. La force de caractère se façonne dans ces choix inconfortables, quand tu préférerais abandonner mais choisis de te tenir. La philosophie stoïque n'idolâtre pas la discipline par caprice, mais parce qu'elle sait que chaque acte de volonté t'entraîne à supporter l'inconfort et, surtout, à te respecter dans ce que tu décides. Tu n'as pas besoin de rituels grandioses, ni de promesses publiques. Il te suffit d'une seule chose, faire ce que tu as dit, même si personne ne le remarque. La grandeur commence dans l'invisible. Chaque engagement tenu est un investissement dans ton estime de soi. Chaque promesse rompue est un trou qui affaiblit tes fondations. La sécurité n'est pas un don, c'est le résultat répété de te tenir ferme quand il serait plus confortable de te faillir. Combien de fois t'es-tu senti fier après avoir cédé à la paresse ou à la peur? Aucune. Le véritable respect de soi se construit dans l'obscurité, quand seul toi es témoin. Si tu veux arrêter de te sentir en insécurité, sois implacable avec ce que tu te promets. Le muscle de la discipline s'entraîne en privé. Le caractère ne se négocie pas. La différence entre un jour gagné et un jour perdu se décide presque toujours dans ces instants intimes où il semble que personne ne verra le résultat. Mais ton esprit le voit, ton corps le ressent et ton cœur le réclame. Tiens ta parole, même si la motivation faillit. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. Personne ne peut construire ta sécurité à ta place. Chaque fois que tu choisis de te tenir, l'obscurité intérieure se dissipe un peu plus. 5. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est cesser de gaspiller ta vie sur ce qui n'a jamais été entre tes mains. Voici le coup que personne ne veut encaisser. Tant que tu resteras obsédé par le contrôle de ce qui ne dépendra jamais de toi, ton insécurité sera infinie, car il y aura toujours quelque chose qui te glissera entre les doigts. Tu veux avoir en main l'opinion des autres, le résultat exact de chaque essai, le climat émotionnel de ceux qui t'entourent, la perfection de tes plans. Tout cela n'est qu'un mirage qui alimente uniquement la frustration et le ressentiment. Jusqu'à quand vas-tu te permettre ce piège? Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de comprendre que chaque gramme d'énergie que tu investis dans ce que tu ne contrôles pas est une dette émotionnelle qui ne sera jamais remboursée. C'est aussi simple que cela. Ce qui ne dépend pas de toi t'appartient autant que la pluie ou le trafic.
Tu continues de croire que l'anxiété se résout en pensant davantage, en planifiant chaque détail, en anticipant des scénarios, mais c'est tout le contraire. Plus tu t'obsèdes pour l'extérieur, plus tu deviens faible à l'intérieur. L'esprit se déforme lorsque tu l'utilises comme un instrument de surveillance perpétuelle sur l'impossible. Le résultat est une fatigue chronique, un sentiment d'insuffisance qui se multiplie chaque fois que la réalité ne répond pas à tes attentes. Le stoïcisme te crache la vérité au visage. La seule chose que tu maîtrises vraiment, c'est ton attitude, tes actions et le sens que tu choisis de donner à ce qui se passe. Personne d'autre ne mettra ce filtre à ta place. S'accrocher à ce que tu ne contrôles pas est un acte de lâcheté mentale, une façon d'éviter le travail difficile d'agir sur ce qui t'appartient. Il est plus confortable de blâmer le hasard, le destin, la malchance, que d'assumer la responsabilité brutale de ce que tu peux réellement changer. Chaque fois que tu te surprends à revisiter encore et encore le même problème, à tourner en rond sur ce qui ne s'est pas passé comme tu le voulais, à répéter dans ta tête le film de ce que les autres ont dit ou fait, tu choisis de te fragiliser. Ne fais pas semblant, cette insistance n'est pas de l'inquiétude, c'est la peur d'accepter ta propre limite. La véritable liberté commence lorsque tu décides de lâcher le poids mort des attentes, le besoin d'avoir raison, le désir enfantin de contrôler le résultat final. La sérénité n'est pas un luxe réservé aux éclairés, c'est le fruit d'un entraînement quotidien au détachement. Tu cesses de demander au monde de te faire sentir en sécurité et tu commences à construire cette sécurité à partir de la seule source que tu as, ta conduite, ton jugement, ta réponse. L'insécurité grandit dans le domaine de la fantaisie. Si telle personne changeait, si le monde fonctionnait comme je le veux, alors je serais tranquille. Mensonge. Cette tranquillité n'arrive jamais car il y aura toujours quelque chose hors de ta portée. La maturité émotionnelle se démontre dans la capacité à réduire l'horizon à l'essentiel. Que dépend de moi, ici et maintenant? Le reste n'est que bruit qui t'entraîne et te distrait de ce qui est vraiment important. Chaque fois que tu lâches, tu gagnes en force. Chaque fois que tu t'obsèdes, tu te saignes de l'intérieur. Le détachement est une discipline, pas de l'indifférence. C'est choisir où tu mets ton énergie et où tu cesses de la donner. Ne cherche pas la paix dans le prochain résultat, dans le prochain geste d'approbation, dans le comportement des autres. La paix est le solde de ne pas hypothéquer ton esprit sur des causes perdues. Apprends à lâcher ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est qu'alors que ta sécurité cesse de dépendre du hasard et commence à avoir des racines propres. La véritable liberté est de cesser de négocier ta tranquillité avec ce que tu ne pourras jamais contrôler. C'est cela la maturité et c'est cela le pouvoir. 6. Agis même avec peur. La peur ne va pas disparaître. C'est la vérité que personne ne veut accepter, mais qui définit la différence entre ceux qui avancent et ceux qui passent leur vie à attendre de se sentir prêts. Attendre que la peur disparaisse est l'excuse parfaite pour ne rien faire. L'esprit cherche des garanties, mais la vie n'en offre jamais. L'insécurité se déguise en prudence, en logique, en 1000 raisons de reporter ce que tu sais que tu dois faire. Mais sous ces justifications se cache un mécanisme beaucoup plus primitif, la peur de s'exposer, de se tromper, d'échouer, de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes. Là, dans ce coin où le corps se tend, l'esprit invente des scénarios et l'anxiété s'accumule comme un poids sur la poitrine. Se joue le véritable match. Ce n'est pas la situation qui te paralyse, c'est l'interprétation que tu construis sur le risque. Tu deviens expert dans l'anticipation du pire résultat, dans l'alimentation du doute, dans la collection d'excuses sophistiquées pour ne pas bouger. Tu appelles cela « attendre le bon moment ». Mais au fond, tu es juste en train d'entraîner l'impuissance. Le piège mental le plus courant est de croire que la sécurité arrive avant l'action, comme si tu devais d'abord te sentir courageux pour ensuite oser. Mais cela fonctionne exactement à l'inverse. Le courage est la conséquence d'agir malgré la peur, pas la condition préalable pour commencer. Chaque fois que tu procrastines, tu renforces l'idée que la peur est plus grande que toi. Chaque fois que tu te forces à bouger, même si ta voix intérieure te dit de t'arrêter,
Tu construis une confiance qui ne s'estompe pas face au premier obstacle. L'esprit enregistre ces moments. L'occasion où tu as parlé même si tu tremblais à l'intérieur, le jour où tu as dit oui à une responsabilité qui te mettait au défi, l'instant où tu ne t'es pas laissé freiner par l'inconfort de te sentir vulnérable. Ces micro-décisions, presque invisibles pour le monde, sont la base de tout respect de soi. Personne ne peut te donner la sécurité que tu ne te construis pas toi-même. La philosophie stoïque ne romantise pas la peur, mais ne la diabolise pas non plus. Elle la reconnaît comme une réaction naturelle, un signe que ce qui est en jeu t'importe. Mais le stoïcisme exige que tu examines la racine de la peur. Est-ce vraiment une menace ou juste une perception déformée par tes propres croyances? La plupart des peurs actuelles ne sont ni physiques ni mortelles. Elles sont sociales, émotionnelles, imaginaires. Tu crains le ridicule, le jugement, le rejet, de ne pas répondre aux attentes que tu t'es imposées ou que tu absorbes des autres. Le problème est que plus tu négocies avec ces peurs, plus leur ombre devient grande. Il n'y a pas de raccourci. La seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de la traverser. Action, pas débat interne. Mouvement, pas paralysie réflexive. La sécurité authentique est une conséquence, jamais une condition préalable. Attendre de ne plus avoir peur est une autre façon de se rendre en silence. L'action est la seule véritable thérapie contre l'insécurité. Chaque pas que tu fais, même s'il est petit et même si la peur t'accompagne, est une déclaration d'indépendance mentale. Il ne s'agit pas de devenir téméraire, mais de décider que la peur ne dicte pas tes limites. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est choisir d'avancer en portant ce poids. Fais ce que tu dois faire, précisément parce que tu as peur. C'est la seule façon de te prouver qui commande vraiment dans ta vie. Avance, même si le doute crie. La peur est un conseiller, pas un geôlier. 7. Sois brutalement honnête avec vous-même. Vous rentrez du travail et bien que la journée n'ait pas été particulièrement mauvaise, une gêne vous poursuit. Vous consultez votre téléphone, vous vous distraisez avec n'importe quoi, vous mangez plus que de raison, ou vous vous promettez que demain, vous allez vraiment commencer à fond, mais au fond de vous, vous savez que vous vous évitez. L'esprit est habile à inventer des excuses et à justifier de petits échecs. Mais le soir, quand le bruit diminue et que personne ne vous regarde, la vérité apparaît sous la forme d'un inventaire inconfortable. Ce que vous avez remis à plus tard, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous avez fait semblant de ne pas voir. Éviter cette révision interne est le mécanisme préféré de l'insécurité, car vivre dans le déni semble moins douloureux qu'accepter, de front, vos propres incohérences. Mais ignorer vos angles morts ne fait qu'alourdir le poids que vous traînez chaque jour. L'honnêteté brutale envers soi-même n'est pas une pose ni une phrase à la mode, c'est un outil chirurgical. L'insécurité prospère dans le terreau fertile de l'auto-tromperie. Minimisez vos défauts, exagérez vos réussites, vous cachez derrière des justifications, fabriquez des récits où il y a toujours un « mais » pour chaque résultat médiocre. Le mécanisme est simple. Moins vous osez regarder vos limitations en face, plus vous laissez de place à la doute et à la culpabilité. Cette dette interne s'accumule et finit par se manifester sous forme d'anxiété, de sentiment d'imposture ou de cette fatigue existentielle qui vous fait sentir qu'il vous manque toujours quelque chose pour être tranquille. Personne ne vous oblige à vivre ainsi, mais il est plus facile de se raconter des histoires que de déconstruire le récit et d'accepter les données brutes. Si vous examinez les schémas de ceux qui ont une sécurité intérieure solide, vous verrez que la différence ne réside pas dans l'absence d'erreurs, mais dans la capacité à les admettre sans anesthésie. L'auto-analyse lucide est inconfortable, car elle oblige à démonter les excuses avec lesquelles vous vous protégez. Cessez de blâmer le contexte, les circonstances, la chance ou la génétique, et commencez à identifier, avec des noms et des prénoms, les décisions qui vous sabotent. Il ne s'agit pas de vous punir, mais de pratiquer une vigilance impitoyable sur vos récits les plus confortables. L'esprit cherchera toujours l'option la moins douloureuse.
couvrir, distraire, reporter. Mais le véritable avancement exige de la précision. Quelles sont les conduites que vous répétez, même si vous savez qu'elles vous affaiblissent? Quelles décisions vous coûtent cher en estime de soi parce que vous refusez de les affronter? Ce n'est qu'en nommant la fracture que vous pouvez commencer à la réparer. Le stoïcisme ne vous demande pas la perfection, mais il exige une transparence interne. Être honnête avec soi-même n'est pas un acte ponctuel, c'est un entraînement quotidien pour éliminer la distorsion et mettre sur la table ce qui compte vraiment. L'autosatisfaction est l'ennemi de la sécurité, la rigueur son allié silencieux. La plus grande trahison n'est pas d'échouer, mais de vous mentir sur la cause de l'échec. Le caractère se définit par la capacité à se regarder sans filtre et sans embellissement, aussi inconfortable que cela puisse être. Si vous n'osez pas admettre vos manques, vous finissez par construire une identité fragile, soutenue par des fictions qui ne résistent pas au premier contretemps. Il y a un respect de soi qui ne naît que lorsque vous vous confrontez à votre reflet sans maquillage mental. Vous ne pouvez pas négocier avec la réalité, ni vous convaincre que tout va bien, si au fond, vous savez que vous vous évitez. L'honnêteté interne est la seule base stable sur laquelle vous pouvez construire une sécurité qui ne dépend ni du hasard, ni de l'opinion des autres. Acceptez vos points faibles, donnez-leur un nom, et décidez si vous allez continuer à tolérer ce déficit ou si vous allez agir. La transparence est liberté. Se mentir est une condamnation invisible. Personne ne franchit la porte de la sécurité personnelle en portant des fictions sous le bras. 8. Protège ton esprit de l'environnement toxique. J'admets quelque chose qui me dérange plus que je ne le voudrais. Il y a des jours où même en me sentant relativement bien, une conversation mal engagée, un commentaire sur les réseaux ou même le ton de voix de quelqu'un au bureau suffit à perturber mon état mental. Ce n'est pas seulement ce que j'entends, c'est une sorte de contamination invisible qui s'infiltre dans ma tête et y reste, tournant, affectant mon humeur et ma perception de moi-même. Je suis surpris de constater comment le geste tendu d'un collègue, les commentaires acerbes d'un groupe ou les nouvelles pleines de cynisme deviennent la matière première de pensée qui, si je ne fais pas attention, finissent par déformer mon humeur. Le corps le ressent. Des épaules qui se chargent, une mâchoire serrée, une fatigue étrange qui ne s'explique pas seulement par le travail. L'esprit, sans que tu t'en rendes compte, commence à imiter le ton de ce qui l'entoure. Tu laisses les opinions des autres s'infiltrer et tu te découvres à répéter des phrases, des doutes et des jugements qui ne viennent pas de toi. C'est l'impact réel d'un environnement toxique. Il t'installe une narration étrangère, il plante des graines d'insécurité et les arrose en silence chaque fois que tu baisses ta garde. Il n'est pas nécessaire d'être entouré de personnes ouvertement hostiles pour que l'environnement te consume. Il suffit de côtoyer quotidiennement des personnes qui vivent dans la plainte, la critique constante, le sarcasme déguisé en humour ou le scepticisme venimeux. L'air se remplit d'une sorte de poids invisible, une atmosphère qui exige que tu sois toujours sur la défensive, ou pire, qui t'entraîne dans son propre ton défaitiste. Le cerveau apprend vite. Si tout le monde doute, tu doutes aussi. Si tout le monde se plaint, il te devient naturel de trouver des raisons de te joindre au cœur. Sans t'en rendre compte, ton dialogue interne commence à sonner comme la somme de ces voix externes. L'insécurité n'est pas toujours une blessure individuelle. Souvent, c'est le résultat d'avoir absorbé, jour après jour, une vision du monde qui te fragilise plus que tu ne le reconnais. Prendre soin de son environnement mental est une décision quotidienne. Pas un luxe ni un acte égoïste. C'est une question de survie psychologique. Le stoïcisme ne prêche pas la fuite. Il enseigne à lever des filtres. Tu ne peux pas toujours choisir où tu travailles ou avec qui tu passes ta journée. Mais tu as la responsabilité de décider ce que tu permets d'entrer et ce que tu laisses dehors. L'esprit est comme une maison. Si tu ne fermes pas les portes et les fenêtres, n'importe qui peut entrer pour laisser ses déchets. Protéger ton espace mental implique d'observer avec une brutalité honnête quelles conversations, quels environnements et quels contenus te fragilisent.
Ressens-tu un poids supplémentaire après avoir passé du temps avec certaines personnes? Remarques-tu comment ton humeur décline après avoir consommé certains types de nouvelles ou de réseaux? Ce n'est pas un hasard. L'environnement peut être un terrain d'entraînement ou un marécage émotionnel. Tu choisis si tu le laisses envahir ta tête. La discipline mentale commence par poser des limites. Des limites aux discussions destructrices, à l'exposition inutile à des contenus toxiques, à l'habitude de tout vérifier, même si tu sais que cela te laisse dans un état pire que celui dans lequel tu étais. Tu ne peux pas construire de la sécurité si chaque jour tu permets aux autres de semer le doute, la peur ou le ressentiment dans ton dialogue interne. Le respect de soi se défend aussi en sélectionnant rigoureusement ce qui nourrit ton esprit. Il y a des décisions qui semblent petites, mais qui sont déterminantes. S'éloigner d'une table, mettre en sourdine un groupe, cesser de suivre des comptes qui ne promeuvent que le doute et la comparaison. Tu n'as pas l'obligation d'être l'éponge émotionnelle de l'environnement. Choisis ce que tu laisses entrer. Ce filtre est ton bouclier invisible. La sécurité personnelle est le résultat de prendre soin, chaque jour, de l'alimentation mentale que tu consommes. Ce que tu laisses passer te transforme ou te corrompt. Tout ne mérite pas une place dans ta tête. Souviens-toi, celui qui ne protège pas son environnement mental finit par penser avec la voix des autres. L'esprit se renforce lorsque tu cesses d'être un terrain fertile pour la toxicité et que tu deviens le gardien de ton propre jugement. La force est un filtre actif, pas un mur passif. Si tu veux du respect de soi, commence par nettoyer la porte d'entrée. Ce n'est ni l'horloge ni le calendrier qui retardent ta vie. C'est toi. Il y a une vérité qui dérange beaucoup de gens, mais qu'on ne peut pas ignorer. Chaque minute que tu choisis de remettre à plus tard, chaque excuse que tu fabriques pour cacher tes propres fractures, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Nous nous sommes habitués à chercher des responsables à l'extérieur, à négocier avec nos faiblesses, à déguiser la paresse en prudence. Mais la réalité est directe. Seul toi as la clé, et tant que tu attends un moment idéal, tu ne feras que cumuler une dette intérieure. Le coût de rester le même est énorme, même si tu préfères ne pas y penser. Aujourd'hui, je ne te parle pas de motivation passagère ni de promesses vides. Je te parle d'une transformation réelle, forgée dans l'inconfort et la discipline. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. La vie ne s'adapte pas à tes désirs, et la seule réponse digne est l'action. Personne ne va te sauver. Être radicalement responsable est le premier pas. Si tu cherches des résultats différents, tu ne peux pas continuer avec les mêmes mécanismes mentaux qui te maintiennent piégé. Cette année peut être la meilleure de ta vie, mais pas parce que le monde change, mais parce que tu décides de prendre le contrôle, de faire taire tes justifications et d'agir même si c'est difficile. Plus d'excuses, plus d'attentes. Si tu acceptes le défi, tu vas découvrir de quoi tu es vraiment capable. Ici, commence le travail, sans anesthésie et sans raccourci. 1. Prends le contrôle total de ta vie. La vérité est dure et ne plaît à personne. Personne ne viendra te sauver. Il n'existe pas de moment magique, ni de signal, ni d'impulsion extérieure qui te sauvera de la médiocrité ou de l'insatisfaction. Si tu attends encore que les circonstances changent, si tu t'accroches au calendrier ou à la promesse de « quand tout ira mieux », tu perds ton temps et, pire encore, tu te trahis toi-même. Tout ce que tu ne prends pas en charge est une dette qui s'accumule. Chaque excuse que tu te donnes, chaque fois que tu blâmes le travail, ta famille, ton passé, le climat, l'économie, tu ne fais que renforcer ce mécanisme mental qui te maintient faible. Ce mécanisme est confortable. Il te permet de glisser à travers la vie en répétant que tu ne pouvais rien faire, que c'est comme ça, que d'autres ont plus de facilité. Mais le confort est le prix de ton propre stagnation. Le contrôle total de ta vie n'est pas une option décorative. C'est le seul moyen de briser l'inertie. La responsabilité radicale n'est pas une belle phrase. C'est la décision consciente et brutale de cesser de déléguer ton pouvoir à des facteurs externes. Tu veux une année différente? Commence par cesser de négocier avec tes propres excuses. Tu n'es pas spécial à cause de tes problèmes.
Tu n'es pas une exception dans l'univers. Nous portons tous des poids, nous avons tous des cicatrices, mais le seul qui peut transformer ce poids en force, c'est toi. C'est inconfortable, oui, et c'est pourquoi presque personne ne le fait. C'est pourquoi la plupart se contentent d'une existence tiède, pleine de justifications faciles. Mais si ta vie t'importe vraiment, tu ne peux pas continuer à déguiser en maturité ce qui est en réalité de la peur de prendre le gouvernail. Prendre le contrôle total implique de cesser de chercher des coupables. Cela implique de regarder en face ces parties de toi que tu préférerais ignorer. Ta paresse, ton manque de constance, ta tendance à te saboter. L'autotromperie est l'ennemi invisible qui te vole des années. C'est pourquoi tu dois être impitoyable avec toi-même, sans tomber dans l'auto-apitoiement, ni dans le châtiment inutile. Tu dois apprendre à différencier entre une autocritique constructive et l'autopitié paralysante. La première te reconstruit, la seconde t'enfonce plus profondément dans l'apathie. Être responsable ne signifie pas te blâmer pour tout ce qui arrive, mais bien te rendre responsable à 100% de la façon dont tu réagis, de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Tu n'es pas une marionnette, tu es l'architecte de ton caractère. Il y a une phrase que tu dois tatouer dans ton esprit. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qu'ils attendent de toi, ni ce que le monde pense être possible pour toi. Ce qui détermine ton destin, ce sont tes actions quotidiennes, ce que tu choisis de tolérer en toi-même, ce que tu permets de se répéter et de devenir une habitude. Chaque jour est une décision. Ajouter de la force ou ajouter de la dette. Il n'existe pas de neutralité. Soit tu avances, soit tu te noies. Le contrôle total de ta vie est une exigence inconfortable, mais c'est la seule porte vers une transformation réelle. Cesse de négocier avec ta médiocrité. Choisis la difficulté. Choisis l'inconfort qui forge le caractère, pas le confort qui anesthésie. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation. Il s'agit d'agir même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne t'applaudit. Personne ne va se battre pour toi. Personne ne va porter ton histoire ni tes rêves. Toi seul peux prendre cette décision radicale. Cesser d'être un spectateur et devenir pleinement responsable de ton processus. Et c'est la vérité qui dérange, mais aussi celle qui libère. Le premier pas est brutal. Cesse de te mentir. Prends le contrôle et prends en charge, sans concession. C'est ce qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent à attendre. 2. Élimine les excuses et les justifications internes. Tu te réveilles et ton réveil sonne pour la 3e fois. Tu sais parfaitement que la journée commence mal quand la première chose que tu fais est de négocier avec toi-même. Juste 5 minutes de plus, tu te répètes, comme si ce petit retard n'était pas important. Mais dans ce choix, si quotidien et apparemment innocent, se cache le germe de toutes les excuses et justifications internes qui t'empêchent d'avancer. Il ne s'agit pas de l'horloge, ni de la fatigue accumulée, ni même du temps qu'il fait. C'est la voix dans ta tête qui trouve toujours une raison de remettre à plus tard, de céder, de ne pas affronter l'inconfort. Cette voix est habile, persuasive et se déguise en logique. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'essayer. Demain sera mieux. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai trop de choses en tête. Chaque phrase est une excuse que tu fabriques pour ne pas avoir à faire face à l'exigence de l'action. Le véritable problème est que tu as permis à ces justifications de devenir une partie de ton identité. Chaque fois que tu répètes le même argument, chaque fois que tu te racontes la même histoire sur pourquoi tu ne peux pas ou pourquoi ce n'est pas le moment, tu renforces un mécanisme automatique qui t'éloigne de ton potentiel. Il est facile de se tromper, car personne n'écoute ce dialogue interne sauf toi. Personne d'autre ne voit le coût réel de ces petites concessions quotidiennes. L'énergie que tu perds, la confiance qui s'érode, la dignité qui se dilue dans l'autocomplaisance. Le piège est subtil. Tu te convaincs que tu es raisonnable, que tu fais preuve de compassion envers toi-même. Alors qu'en réalité, tu remets à plus tard le conflit que tu devrais affronter une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas grave si je ne le fais pas aujourd'hui, mais si ça l'est. Chaque fois que tu te justifies,
Tu affaiblis la discipline comme un muscle qui ne s'entraîne pas. Il ne s'agit pas d'une volonté surnaturelle ni d'une force mystique. C'est un exercice d'honnêteté brutale. Pour éliminer les excuses, tu dois identifier les schémas exacts qui les déclenchent. À quel moment te permets-tu d'échouer? Quelles histoires internes répètes-tu pour ne pas te sentir mal à l'aise? Le mécanisme est presque toujours le même. Tu minimises le coût de tes décisions, tu maximises la difficulté de l'effort, tu cherches des coupables invisibles et tu finis par accepter une version médiocre de toi-même. Il ne s'agit pas de t'attaquer ni d'installer une culpabilité obsessionnelle, mais de reconnaître que chaque excuse acceptée est une fracture dans le caractère que tu souhaites construire. La discipline ne se forge pas dans de grands gestes, mais dans la bataille silencieuse contre les justifications quotidiennes. Si tu t'habitues à négocier avec chaque petit défi, à donner de l'espace à cette voix interne qui adoucit ta responsabilité, ne sois pas surpris lorsque les résultats sont tièdes ou inexistants. Personne ne devient fort en justifiant sa faiblesse. Personne ne grandit en accumulant des excuses. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'adoucir tes propres limites et que tu décides d'agir même si tout dans ta tête cherche à te convaincre du contraire. Élimine la justification avant qu'elle ne devienne une habitude. La différence entre avancer et stagner réside dans les histoires que tu cesses de te raconter. Le jour où tu en auras assez de tes propres excuses, ton véritable changement commencera. C'est la ligne qui sépare ceux qui se réinventent de ceux qui vivent piégés dans le confort de leurs prétextes. Élimine la justification et commence à bouger même si ça fait mal. C'est ça, le courage quotidien. 3. Résiste à la difficulté sans te victimiser. Je confesse que, bien des fois, j'ai ressenti la tentation de chercher de la compassion lorsque la difficulté me submerge. Je ne le dis pas comme une pose héroïque, mais comme une vérité inconfortable. Une partie de moi veut que quelqu'un reconnaisse l'effort, valide la fatigue, donne la permission de baisser les bras, ne serait-ce qu'un instant. C'est un mécanisme subtil, presque automatique. L'esprit apprend à identifier la douleur et, au lieu de se durcir, cherche à l'adoucir à travers le récit de la victime. Et à ce stade, même si tu ne le dis pas à voix haute, ta narration interne commence à tourner autour de l'injustice, du poids excessif, de l'idée qu'il est trop demandé de te demander de la résistance. C'est la racine de l'autolimitation. La difficulté devient une excuse pour renforcer que personne ne pourrait, pour déformer la valeur réelle du défi et, surtout, pour justifier la stagnation. Mais si tu décomposes cet élan, tu découvres que se victimiser est une stratégie pour négocier avec son propre effort. Tu essayes d'obtenir une permission invisible pour abandonner, comme si la douleur était un argument suffisant pour cesser d'essayer. L'esprit est expert pour magnifier sa propre souffrance et minimiser sa capacité de réponse. Lorsque le défi devient plus difficile, le premier réflexe est souvent de chercher une sortie mentale. Se comparer, se lamenter, signaler que d'autres ont plus de facilité ou se rappeler des injustices passées pour donner un sens à la fatigue présente. Tout cela a une fonction. Réduire la pression de la responsabilité et déplacer le focus vers des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Tu cesses d'analyser de manière stratégique comment avancer et tu entres en mode de défense émotionnelle. C'est un raccourci confortable, mais cela a un prix. Chaque fois que tu cèdes à cette narration, tu renforces l'habitude de te rendre avant l'heure, d'abandonner la discipline juste au moment où tu en as le plus besoin. La douleur psychologique devient un filtre qui déforme la perception. Ce qui pourrait être une opportunité de croissance se transforme en un test impossible. Résister à la difficulté, d'un point de vue stoïque, ce n'est pas nier la souffrance, ni faire semblant que cela ne fait pas mal. C'est prendre la décision consciente de ne pas utiliser la douleur comme un argument pour reculer. Ici, la clé n'est pas de savoir combien tu peux supporter, mais comment tu traites l'expérience. Si ton esprit interprète chaque obstacle comme une offense personnelle, la fatigue se multiplie et la motivation se dissout. En revanche, si tu t'entraînes à voir la difficulté comme un processus neutre, une partie inévitable du chemin, l'approche change. Tu cesses de chercher des témoins pour ta douleur et tu te concentres sur la résolution de ce qui dépend de toi. C'est une différence fondamentale. La victime cherche de la compréhension, celui qui résiste cherche des solutions. La conséquence de ne pas se victimiser est brutalement simple. Tu récupères ton pouvoir de décision.
Il ne s'agit pas de durcir jusqu'à devenir insensible, mais de ne pas permettre au récit de la souffrance de te voler la capacité d'agir. L'effort, lorsqu'il est assumé sans fioriture, devient un muscle qui se renforce avec chaque difficulté surmontée. Personne ne te doit rien pour résister. Personne ne va te récompenser pour tenir bon. Mais personne ne peut non plus te retirer la dignité de continuer, même sans reconnaissance. C'est la base de la véritable force. La capacité de soutenir l'effort silencieux, de choisir l'action lorsque l'esprit demande de la compassion. Résiste sans récit de victime. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est le filtre que tu dois installer pour séparer l'inconfort productif de la stagnation déguisée en lutte héroïque. Au final, la difficulté n'est pas une épreuve que tu dois expliquer ou justifier. C'est juste la matière première de ta transformation. Si tu entraînes ton esprit à résister sans te victimiser, tu deviens imparable. Tout le reste n'est que bruit. 4. Agis de manière disciplinée, même sans motivation. Une horloge sans pile indique la même heure toute la journée, mais ne avance pas, peu importe combien tu la regardes. C'est ainsi que fonctionne le corps lorsque tu attends que la motivation te pousse. Tu restes immobile, attendant une étincelle qui n'arrive jamais, tandis que le temps s'accumule comme de la poussière dans les engrenages. La discipline, en revanche, est cette main invisible qui oblige les aiguilles à tourner même lorsque l'élan initial s'est épuisé. Il y a des matins où la fatigue pèse comme une pierre. Tu te lèves, les paupières encore collées, l'air froid griffant la peau, et chaque fibre de ton être exige une trêve. Le premier mouvement est grossier, presque forcé. Tu marches vers où tu dois être, pas vers où tu veux. Le petit déjeuner a un goût insipide, le monde semble lent, le corps se sent maladroit. Et pourtant, tu fais le pas suivant. Le geste le plus petit, comme lasser tes chaussures ou servir de l'eau, devient une déclaration d'intention. Aujourd'hui, tu ne décides pas depuis l'émotion, mais depuis l'engagement. Ceux qui vivent en attendant la motivation ressemblent à ces athlètes qui ne s'entraînent que lorsqu'il y a du public. Ils ne comprennent pas que la grandeur se sculpte loin des projecteurs, dans la répétition silencieuse de l'inconfort. La discipline n'a pas besoin de témoins, ni d'applaudissements, ni d'une promesse de récompense immédiate. Les jours gris, les moments où la paresse te murmure à l'oreille que rien n'a d'importance, sont le véritable terrain d'entraînement. C'est là que se construit la différence entre ceux qui progressent et ceux qui s'arrêtent. La peau s'habitue au poids de la routine, les muscles mentaux se durcissent. Il n'y a pas de raccourci, seulement l'accumulation patiente de décisions inconfortables. Chaque fois que, malgré l'ennui ou l'irritation, tu t'assois pour étudier, t'entraîner, travailler ou même juste ranger ton espace, tu déclares ton indépendance de la motivation. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie interne. Les rituels de la discipline sont presque toujours inesthétiques. Personne ne veut voir quelqu'un échouer encore et encore tout seul, ni entendre les bâillements d'un matin où il ne s'agit que de remplir ses obligations. Le monde célèbre le résultat, mais ignore le processus. Là se trouve le secret. Accepter que l'image héroïque n'arrive jamais au moment de l'action quotidienne. La sueur, l'erreur, le bâillement, l'inconfort, ce sont les matériaux de la transformation. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Cette phrase est la frontière entre l'amateur et l'adulte. Tu ne deviens pas quelqu'un de fiable par ce que tu ressens, mais par ce que tu fais quand personne ne regarde. L'esprit cherchera des excuses sensées. Que le corps demande du repos, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'énergie, que demain sera différent. Mais la discipline est la réponse qui interrompt ce discours. Une coupure directe dans la narration. Cela se sent comme une rupture. Tu prends le téléphone pour commencer à travailler, même si tu préférerais te perdre dans des distractions. Tu sors marcher quand le canapé t'appelle, tu termines le rapport quand tout ton système nerveux demande à s'évader. Le détail tangible, l'action concrète, est le rappel que ta vie se construit précisément dans ces moments où tu préférerais abandonner. La motivation est éphémère, la discipline est structure.
Il n'y a aucun secret derrière ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires. Juste une accumulation de jours où ils ont agi sans envie, sans éclat, sans inspiration. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, une nouvelle base s'installe, un fondement invisible mais solide. C'est là que se forge la véritable confiance, non pas dans ce que tu prévois, mais dans ce que tu exécutes lorsque ton esprit veut négocier. La vie se transforme lorsque tu comprends cela. Les émotions vont et viennent, mais les engagements tenus laissent une empreinte. Personne ne regrette d'avoir fait ce qu'il devait, même si cela a fait mal. Choisis la discipline sans demander la permission à ton humeur, et tu commenceras à voir comment l'horloge recommence à bouger. 5. Construis une identité cohérente et forte. Personne ne te respecte plus que tu propre respect pour tes décisions. C'est la vérité inconfortable qui marque la limite entre ceux qui construisent une vie solide et ceux qui passent leur vie à improviser des excuses. Si ton identité dépend des circonstances, des compliments ou de l'approbation des autres, tu es aussi fragile que ton environnement. Un coup peut te désarmer, une critique peut te faire vaciller. Le problème, c'est que tu opères depuis des années avec une image diluée, t'adaptant pour t'intégrer, disant oui quand tu veux dire non, justifiant chaque recul et maquillant chaque échec avec des explications que toi seul achètes. Tout cela a un coût. Tu deviens une somme de contradictions, une personne qui ne peut même pas faire confiance à sa propre parole. Et la confiance en soi n'est pas une question d'estime de soi bon marché ni de phrases motivantes. C'est le résultat de vivre selon les mêmes principes que tu exiges des autres. Si tu te trahis chaque jour, si tu négocies avec ta parole, si tu fais des promesses que tu romps en privé, ton identité s'érode jusqu'à devenir une collection de fragments qui ne s'emboîtent pas. Cesse de te mentir. Personne ne va construire pour toi la version de toi que tu admires en secret. Tu n'es pas tes intentions, tu es tes actes répétés. Cela signifie ou à chaque fois que tu tolères une incohérence, tu renforces le schéma mental de la faiblesse. Chaque petite trahison de tes propres principes est un investissement dans la méfiance, une dette qui s'accumule et qui te coûte ensuite sous forme d'insécurité, d'anxiété ou de vide existentiel. Tu veux une identité forte, mais tu continues à alimenter l'image de quelqu'un d'incapable de se tenir debout quand personne ne regarde. Il est facile de dire que tu as des valeurs, que tu es discipliné, que tu es constant. Ce qui est difficile, c'est de le prouver quand la fatigue pèse, quand personne ne t'observe, quand la tentation d'abandonner est écrasante. L'identité cohérente ne se construit pas en déclarant des intentions, elle se forge dans l'acte de respecter ce que tu décides, même si personne ne célèbre l'effort. Aujourd'hui, tu dois te demander, que tolères-tu en toi que tu n'accepterais jamais chez un autre? C'est la seule question qui compte, et si tu as le courage d'y répondre sans embellissement, tu trouveras la racine de ta faiblesse. Si tu justifies tes propres reculs tout en exigeant de la fermeté chez les autres, si tu demandes du respect mais ne te le donnes pas en privé, ta parole ne vaut rien. La base d'une vie puissante est simple. Fais en sorte que tes actions soient alignées avec tes principes, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si l'environnement te traite de têtu ou d'extrême. La cohérence n'est pas flexibilité émotionnelle ni adaptabilité infinie. C'est savoir à quoi tu ne renonceras pas, en aucune circonstance. Tu es ce que tu permets de se répéter. Gravère cela dans ton esprit et utilise-le comme filtre implacable pour chaque décision quotidienne. Ne te laisse pas tromper par l'idée que tu peux changer ta vie sans reconstruire ton identité depuis la racine. Si tu continues à agir comme un spectateur, justifiant chaque incohérence, tu resteras invisible même pour toi-même. Le respect de soi se construit dans le silence, dans la solitude de tes engagements quotidiens, dans la décision de ne pas négocier avec l'effort, même si personne ne te récompense. Si tu veux que ta vie change, commence par nettoyer les fractures internes. Élimine les masques. Assume le coût de l'honnêteté. Et cesse de demander au monde de te donner la validation que tu n'oses pas te donner. Une identité cohérente est la force que personne ne peut te ravir, car elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Soit tu deviens quelqu'un qui tient sa parole, soit tu restes esclave de tes propres justifications. C'est aussi simple que cela.
6. Maîtrise ton esprit et fais taire le bruit. L'esprit n'est pas ton ami par défaut. Si tu ne le maîtrises pas, il te sabote. C'est la réalité que presque personne ne veut accepter. Le plus grand obstacle que tu vas rencontrer n'est pas à l'extérieur, mais dans l'espace privé de tes pensées, dans ce flux interminable d'opinions, de comparaisons, d'histoires et de doutes, qui semble avoir une vie propre. Là, dans ce dialogue interne chaotique et souvent venimeux, se décide la qualité de ta vie. Peu importe à quel point tu essayes d'être discipliné dans tes actions, si ton esprit continue d'opérer comme un ennemi déguisé, générant du bruit, anticipant des échecs, exagérant des menaces et installant des peurs. L'échec ne commence pas dans le résultat, mais dans la conversation que tu as avec toi-même avant d'agir. Personne ne t'avertit du moment exact où ton attention se fragmente et ton énergie se disperse. Cela se produit en silence, lorsque tu permets aux préoccupations des autres de t'infecter, lorsque tu donnes plus de poids au jugement externe ou à ta propre perception, lorsque tu te laisses distraire par des stimuli sans importance et oublies ce qui compte réellement. Chaque jour, ton environnement et ton esprit se disputent pour s'emparer de ton attention. Et si tu ne deviens pas implacable dans le filtrage de ce que tu laisses entrer, tu finis par vivre une vie empruntée, adaptée aux attentes des autres et sans véritable direction. La liberté mentale ne se donne pas, elle se conquiert par le biais de la rigueur et d'une pratique consciente. Maîtriser ton esprit, c'est apprendre à identifier les schémas automatiques qui drainent ton énergie et à prendre le contrôle de ce processus avant qu'il ne devienne une inertie irréversible. Le bruit, tant interne qu'externe, est le piège le plus moderne et le plus ancien à la fois. À l'intérieur, des doutes, des reproches, des histoires d'insuffisance et d'anxiété déguisées en prudence te maintiennent en mode attente, répétant des scénarios négatifs qui ne se produisent jamais ou revivant des erreurs passées, comme si elles pouvaient définir ton avenir. À l'extérieur, les voix des autres, le flux interminable d'informations et la pression sociale installent dans ta tête des objectifs et des peurs qui ne t'appartiennent même pas. Si tu ne développes pas la capacité de créer un espace de silence stratégique, tu finis par vivre en mode réactif, répondant à des impulsions et à des attentes que tu n'as pas choisies. Le véritable pouvoir est le résultat d'une attention dirigée. Là où tu mets ton attention, ta vie grandit. Maîtriser l'esprit n'est pas le faire taire de force, mais l'entraîner à séparer l'utile du superflu. C'est un processus quotidien, inconfortable, mais non négociable. Tu ne peux pas te permettre d'être un esclave de tes pensées automatiques. Le stoïcisme l'a clairement établi. Tu ne contrôles pas ce qui apparaît dans ta tête, mais tu contrôles ce que tu choisis de maintenir. L'autodiscipline mentale consiste à reconnaître quand une pensée n'est qu'un reflet conditionné et quand elle mérite ton attention active. Faire taire le bruit n'est pas faire disparaître l'esprit, c'est le gouverner. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. C'est une ligne que tu ne peux pas franchir si tu aspires à une vie solide. L'entraînement commence chaque matin. Observe la qualité de tes premières pensées. Si tu détectes de l'anxiété, de la peur ou de la dispersion, ne les nourris pas. Installe le filtre. Décide, de manière consciente, ce que tu autorises à rester et ce que tu rejettes, avant que cela ne devienne une nouvelle fracture dans ton caractère. Le silence choisi est la base de la clarté. Ta force mentale se mesure par ce que tu es capable d'ignorer, par le nombre de distractions que tu peux laisser passer sans céder, par la capacité de maintenir un objectif même, lorsque l'esprit te propose 1000 alternatives. Ne cherche pas la paix, construis le silence. Maîtrise ton esprit, et tout le reste commence à s'organiser. Sans cette maîtrise, tu n'es qu'un spectateur confus de ta propre vie. 7. Exige-toi depuis le respect de soi. Tu te trouves devant le miroir de l'ascenseur, chemise légèrement froissée, visage fatigué, le café refroidissant encore dans le thermos. Tu penses à cette réunion, aux tâches en attente, à la promesse que tu t'es faite la nuit précédente de ne plus remettre à plus tard ce qui est important. Mais, quand vient le moment d'exiger un peu plus de toi-même, de faire ce pas inconfortable hors de la routine, le doute surgit. Es-tu trop dur avec toi-même ou te respectes-tu vraiment suffisamment pour ne pas te contenter de moins que ce dont tu es capable?
C'est ici que l'auto-exigence se confond facilement avec la punition ou la recherche de perfection impossible. Et là, à ce point exact, la plupart échouent. Non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils choisissent l'exigence depuis un lieu d'épuisement, non depuis le respect de soi. Si tu analyses la racine de ta résistance à te demander plus, tu verras que souvent elle provient d'une idée déformée de ce que signifie prendre soin de soi. Tu as appris à associer l'autocompassion à l'évitement de l'effort et l'auto-exigence à l'autopunition. Mais en réalité, le respect de soi a peu à voir avec être indulgent ou permissif, et beaucoup avec valoriser ton potentiel suffisamment pour ne pas tolérer la médiocrité en toi. Lorsque tu t'exiges par respect, tu établis une norme interne qui ne dépend pas du regard des autres. Tu cesses de négocier avec tes faiblesses, parce que tu comprends que chaque concession est une petite trahison à ce que tu pourrais devenir. Le respect de soi est la base de toute exigence réelle. Si tu pars de là, la discipline cesse d'être une chaîne et devient une reconnaissance de ta propre valeur. En termes pratiques, cela signifie examiner avec une brutalité honnête quelles sont les limites que tu te fixes sous l'excuse de ne pas vouloir te blesser. Si tu décides de sauter l'entraînement, de procrastiner ce projet ou de céder à la tentation de remettre à plus tard ce qui est difficile, est-ce que tu te soignes vraiment? Ou est-ce que tu renforces simplement une version paresseuse de toi? Le respect de soi exige que tu te traites comme quelqu'un de précieux, non comme quelqu'un de fragile. Cela signifie établir des règles internes qui ne se négocient pas chaque fois que l'inconfort apparaît. Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que ce qui est juste, tu envoies à ton esprit le message que tes objectifs valent moins que ton confort momentané. Ainsi, le cycle se répète. La norme baisse, l'auto-justification grandit, la confiance disparaît. S'exiger depuis le respect de soi n'a rien à voir avec l'autocritique destructrice, mais avec la clarté de qui tu veux devenir et l'engagement quotidien de te déplacer, même si c'est un petit pas dans cette direction. C'est réaliser que personne ne te traitera mieux que toi-même en privé. Si tu n'es pas le premier à établir tes limites, à te corriger lorsque tu t'écartes, à te demander plus lorsque le confort t'appelle, personne ne le fera pour toi. C'est ici que la stratégie mentale change. Au lieu de te demander si tu en as envie, tu te demandes si tu honores tes normes. Tu cesses de chercher une validation externe parce que tu deviens le gardien de ton propre respect. Rien ni personne ne peut t'exiger plus dignement que toi-même. La conséquence logique de cette approche est que ton auto-exigence devient le filtre qui sépare la véritable croissance de l'auto-illusion. Il ne s'agit pas de chercher l'approbation, ni de tomber dans le piège de l'hyperproductivité vide. Il s'agit de maintenir la cohérence entre ce que tu dis vouloir être et les décisions que tu prends chaque jour. Si ton respect de soi est élevé, ta discipline cesse de dépendre de la motivation ou de l'humeur. Elle devient le reflet naturel d'une identité qui ne tolère pas le statu quo. Et cette sécurité intérieure, cette solidité qui découle du fait de te tenir à tes engagements, est le plus grand investissement que tu puisses faire. L'exigence qui naît du respect de soi est la seule qui te libère. 8. Évalue et ajuste ta trajectoire chaque jour. Parfois, je me surprends à passer en revue les détails les plus minimes de ma journée, non par obsession, mais par ce mélange inconfortable de culpabilité et d'autodéfense. Il y a des fragments de la journée qui pèsent plus que je ne l'admets. Le geste automatique d'éviter un appel, le regard perdu devant un écran alors que le travail s'accumule, le petit détour de la route que j'avais promis de ne plus prendre. Ce n'est pas agréable de le reconnaître, mais la plupart des erreurs de ma vie n'ont pas été de grandes explosions, mais des accumulations imperceptibles de petits détours que j'ai choisi d'ignorer. Le corps le sait avant l'esprit. Cette fatigue subtile quand la nuit tombe et que tu sais que tu n'as pas pris le virage nécessaire à temps. L'autosatisfaction se déguise en routine et, quand tu t'en rends compte, la semaine entière s'est écoulée sans une seule décision difficile. Le problème est que personne ne viendra te signaler le détour. C'est à toi de le faire, même si cela fait mal. L'évaluation quotidienne n'est pas une pratique confortable ni agréable. Elle nécessite une franchise absolue, presque cruelle, pour regarder les faits sans embellissement.
ce n'est pas s'asseoir pour écrire des phrases motivantes ni chercher du réconfort dans ce qui s'est bien passé. C'est observer comme quelqu'un qui vérifie le solde d'un compte. Ce que tu as ajouté aujourd'hui, ce que tu as dépensé, quelles décisions ont renforcé ton caractère et lesquelles l'ont simplement mis sur pause. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait chaque soir non pas pour célébrer ses vertus, mais pour décomposer ses défauts et corriger sa trajectoire le lendemain. La véritable transformation se construit là, dans ce moment inconfortable où tu admettes ce que tu as toléré en toi-même, ce que tu as reporté, ce que tu as décidé de regarder ailleurs. L'honnêteté envers soi-même est le début du progrès. Cette phrase courte renferme toute la brutalité de l'auto-examen. Il n'y a pas d'avancée possible si tu te permets le luxe d'ignorer tes propres fractures. Le corps te parle aussi par des gestes concrets. Le froncement de sourcils lorsque tu te demandes un peu plus, la tension dans les épaules quand tu sais que la journée n'a pas été suffisante, la respiration contenue en repassant mentalement cette conversation que tu as évitée par peur du conflit. Chaque petit symptôme physique est un signe, un indicateur qu'il y a quelque chose à corriger. L'ignorer, c'est choisir la cécité. Y prêter attention et ajuster est l'acte le plus radical de respect de soi. Le jour où tu t'habitues à franchir la porte de chez toi, sans te demander où tu as échoué, tu commences à abandonner ton propre processus. L'auto-évaluation n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est le seul moyen d'entraîner l'esprit à ne pas répéter les mêmes justifications de toujours. Ajuster la trajectoire n'est pas faire de grandes promesses, ni se réinventer chaque lundi, mais avoir le courage de modifier la direction chaque jour. C'est regarder en face cette décision qui te dérange, cette habitude que tu résistes encore à changer, ce détail qui semble mineur mais qui, répété, finit par déformer toute ta trajectoire. Personne ne devient une version puissante de soi-même en fuyant l'examen quotidien. La différence entre avancer et stagner réside dans la capacité à ajuster, même d'un seul degré, ce qui ne fonctionne pas. Le progrès n'est pas une coïncidence, c'est une correction constante. C'est la ligne qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui collectionnent des excuses. Le plus brutal dans tout cela, c'est que l'auto-examen ne se célèbre pas. Il ne génère ni applaudissements ni likes. C'est un acte privé, silencieux, presque invisible. Mais c'est là que se forge la discipline authentique, celle qui ne dépend ni du regard des autres ni de l'humeur passagère. Évaluer et ajuster ta trajectoire chaque jour est le filtre définitif. Il sépare ceux qui se réinventent de ceux qui se résignent. Si tu as le courage de regarder, de corriger et de ne pas répéter, ta vie commence à prendre forme. Le reste n'est qu'accumulation de jours vides.